コロナがあってですね、このような漫画祭に、参加するのが本当に久しぶりでですね、もう緊張しまくっておりますね。Dans ce contexte de Covid, ça faisait très longtemps que je n'avais pas été invité à un festival de bande dessinée et je suis actuellement très nerveux. で漫画をどのように勉強したかということですけど、私の場合はもうほとんど独学でそういう漫画の学校に行ったとかそういうことは全くなくてですね、独学で、やってました。尊敬する漫画家の先生の作品を参考にしてですね、自分で、工夫をしながらですね、書いてきました。ただモデルがポーズをとっている写真集というのがありまして、それを買ってですね、で人体のクロッキーなどをしてですね、そういうデッサンのような勉強はしてきました。独学ですね。Et en ce qui concerne ma formation, en fait, j'ai vraiment appris en autodidacte. Je ne suis pas allée dans une école de manga où j'ai pas eu ce type de formation. Moi, j'ai été plutôt très inspirée par certains auteurs que j'admire énormément. Donc, je me suis un peu basée sur leur travail, sur lequel j'ai ajouté ma touche d'originalité. Et à côté de ça, j'ai acheté aussi des revues de photos avec des mannequins dessus pour faire des croquis, pour étudier moi-même l'anatomie humaine. Et à quel âge a-t-il commencé ses premiers mangas? ですね、何歳かがはっきりしないんですけど、多分5歳か6歳ぐらいのですね、大体6歳ぐらいで小学校1年生になるんですけど、それが小学校に上がる前の保育園に通ってる頃、小学校にちょっと上がる前から書き始めたように記憶してます。Alors, je ne me souviens pas très clairement, mais je pense que j'ai dû commencer à dessiner vers l'âge de 5-6 ans, c'est-à-dire entre la fin de la maternelle et puis le moment où j'arrivais en première année d'école primaire. Et est-ce qu'il y avait justement d'autres mangaka qui l'inspiraient, d'autres titres aussi qu'il aimait? はい、最初に読んだ漫画がですね、梅津和夫先生のミイラ先生という作品で、ミッション学校に、通う、少女がですね、ミイラになった先生に襲われるという大変恐ろしい、漫画で、それを読んだのが一番最初ですね。Oui, alors le premier manga que j'ai lu était un manga de Kazuo Umezu qui s'intitule Miira Sensei, donc la professeure momie, littéralement en français, c'est un titre inédit. Donc c'est l'histoire se tient dans une école tenue par des bonnes sœurs et en fait une des professeurs est transformée en momie et elle va s'attaquer à ses élèves. C'était une histoire terrifiante de ce genre. Et lorsqu'il il dessinait ses premières histoires vers 5 ans, est-ce que c'était déjà des histoires d'horreur? 最初からホラー漫画を描いてました。Oui, dès le début, je dessinais des mangas d'horreur. 手のひらにですね、目があるお化けを描いてましたね。その手に目のあるお化けが主人公を襲うという、ミイラ先生などを真似した作品でしたけど、はい。Par exemple, j'avais imaginé un espèce de monstre fantôme qui avait donc des yeux sur les paumes de ses mains et qui s'attaquait au héros. Donc, que je m'étais un peu inspirée du professeur Mommy. Et est-ce qu'il les a conservés? Parce qu'on rêve tous de les voir, bien sûr. ですね、その漫画っていうのは紙を切って小冊子、小さい本にしてですね、その白いノートみたいなものに鉛筆で書き込んでいくっていう作品でですね、それが小学校、そうですね、10歳ぐらいまでに結構2、30冊あったんですけど、
Donc à l'école primaire jusqu'à l'âge de mes 10 ans à peu près, j'ai dû réaliser 20 ou 30 carnets où je dessinais au crayon. Mais en fait, un jour, la tante avec qui je vivais m'a dit jette-moi ces ordures. Donc je crois que je n'en ai gardé qu'une infime partie. Nous sommes très très déçus. でも、いやいや、でも本当にゴミみたいな、C'était 大し vraiment, たことない漫画だったんで。 c'était vraiment des ordures qui ne valaient rien. Et est-ce qu'il avait aussi connaissance de BD d'horreur occidentale ou américaine? Je pense aux EC Comics, par exemple. ですね、子供の頃は、本当に、なんていうんですかね、手に入るものがもう日本のコミックしかありませんで、海外のそういったコミックを手に入れることが、そういう手段がなくてですね、存在すら知らずにいまして、ですからEC コミックとかいうのはもう全然知らなかったんですけど、大人になってからですね、その EC コミック自体を手にしたわけじゃないですけども、クリープショーっていう映画がありまして、ジョージ・ロメロだったかな、ジョージ・ロメロとステファン・キングが作った映画がありまして、ステファン・キング自体も当時出演されてるんですけども、その中でですね、その EC コミックの絵も出てまして、それがおそらく最初に EC コミックを見た最初だったと思います。Alors malheureusement, dans mon enfance, les seules bandes dessinées qu'on pouvait se procurer, c'était des mangas japonais. Donc je n'avais aucun moyen en fait de découvrir ces bandes dessinées occidentales. Donc je ne connaissais même pas l'existence de ces ici comics. Et c'est une fois devenue adulte que j'ai découvert notamment un film qui s'appelle Creepshow de Romero avec Stephen King qui a fait une apparition dedans, et je crois que donc des dessins issus de EC Comics apparaissaient dans le film, et c'est ainsi que pour la première fois j'ai découvert ce qu'étaient les EC Comics. Est-ce qu'il a senti une relation avec son travail? Est-ce qu'il pensait que ces dessinateurs américains finalement faisaient un peu le même travail que les dessinateurs japonais? そうですね、なんか幽霊というか化け物の絵がそのクリープショーに出てきたと思うんですけど、やっぱりちょっと半分体が腐ったというかですね、骸骨になりかけているようなそういったキャラクターがですね、やっぱりお化けというのはやっぱ日本も欧米もそんなに変わりはないなと思いました。Oui, effectivement, je me souviens, j'ai le souvenir de dessins notamment de fantômes ou de monstres où par exemple leur corps et leur visage est à moitié putréfié, où on voit des morceaux d'os, et en voyant donc ces monstres occidentaux, je me suis dit qu'il y avait beaucoup de similitudes finalement avec les monstres représentés au Japon. Lorsqu'on lit les mangas de Monsieur Ito, nous-mêmes en tant qu'adultes, on peut être absolument terrorisés, et puis on apprend que ces mangas sont destinés à des petites filles, à des jeunes filles, voire des petites filles. Et donc ça, c'est vraiment étonnant. Et est-ce qu'il peut nous parler justement de son public, qui est un public féminin et jeune? Pourquoi le manga d'horreur est-il destiné plutôt aux adolescentes? はい、日本ではですね、漫画の黎明期、漫画が今のような形の漫画がですね始まったのが、おそらく手塚治虫先生が最初だと思うんですけども、梅津和夫先生もですね、それより後ですけども、もう漫画の黎明期に漫画を始められた先生ですね。その梅津先生が少女漫画雑誌に初めてかどうかわからないんですけど、おそらくでも
少女向けの雑誌にホラーを本格的に書いたのは梅津和夫先生だと思うんですけども、それがですね日本の少女たちに大変な人気を博しましてですね、それ以来少女漫画の一部門としてですねホラー漫画が定着したことがですね、まあ、日本では少女向けのホラー漫画っていうのが多いという、それは梅津先生が流れを作ったのだと思います。で私もその梅津先生、はほとんど師匠のようなふうに思ってますのでそれに倣ってですね、少女向けのホラー漫画を、主に描いておるというような感じですね。はい。Oui, donc au Japon, le manga tel qu'on le connaît aujourd'hui a commencé avec Tezuka, avec Osamu Tezuka, et puis il y a eu aussi de grands auteurs comme Kazuo Umezu. Et en fait, c'est Kazuo Umezu le premier qui a commencé à proposer des histoires d'horreur dans des revues destinées à des jeunes filles, donc dans des shoujo. Et en fait, ces histoires d'horreur destinées à des jeunes filles ont connu un énorme succès. Et donc, depuis, le manga d'horreur est devenu vraiment une catégorie, un genre présent dans le manga destiné au shoujo. Et donc, à mon avis, c'est vraiment avec Kazuo Umezu que ça a commencé. C'est devenu vraiment un courant important. Et étant donné que Kazuo Umezu, je le considère vraiment comme mon maître, tout naturellement, moi aussi, j'ai voulu dessiner des mangas d'horreur destinés à un lectorat féminin de jeunes filles. Et pourquoi est-ce que les jeunes filles japonaises aiment autant l'horreur? いやホラーが好きなのは少女だと私は思い込んでたんで欧米では違うっていうのを聞いて意外だったんですけど、やはりその梅津先生が最初にそういった少女向けのホラー漫画っていうので鮮烈な印象を与えてですね、そういう流れを作ったっていうことがまずあるんじゃないかなと思います。En fait, pour moi, c'était tout naturel. J'étais persuadée que l'horreur plaît aux jeunes filles. Et en fait, en apprenant qu'en Occident, ce n'était pas forcément le cas, j'ai été très étonnée. Donc je pense vraiment que oui, Kazuo Umezu a laissé une empreinte très vive à ses lectrices, de telle manière que cet amour pour le shoujo est apparu. Ces mangas abordent souvent des sujets difficiles, sociaux, comme la dépression, le suicide ou le harcèlement. Est-ce qu'il se sent personnellement concerné par les problèmes de la jeunesse japonaise?そうですねまあ、現代もそういった問題はあると思うんですけど、それはまあ私が若い頃にもまあありまして、私自身もまあいろいろ青春の悩みを抱えて青春時代を送りましたんですね。まあ一言ではないということでまあ、我が身のことのようにそういったまあ自殺までいっちゃうと本当に辛かったんだろうなというふうに思います。それはまあおそらくなかなか解決しない問題だと思います。Oui, donc ce sont des problèmes qui sont très présents aujourd'hui, mais qui existaient déjà aussi dans ma jeunesse. Et moi-même, j'ai connu au cours de mon adolescence des moments difficiles, donc je ne peux pas m'empêcher de me sentir concernée par ces problèmes-là. Et je comprends tout à fait qu'on puisse malheureusement être poussé aller jusqu'au suicide, parfois tellement on fait face à des problèmes difficiles. Est-ce que ces personnages sont souvent très beaux, que ce soit les jeunes filles ou les jeunes garçons, mais ils vont être mis en relation avec des défigurations, très souvent. Est-ce qu'on peut y voir aussi une critique d'une sorte de culte de la beauté et de la jeunesse qui existait dans les années 80?
いや、それは批判ではなくてですね、特に若者が美しさに憧れるっていうのは本能的なものというか、誰もがそういう思いを抱くものだと思いますので、決して批判するようなものではないのかなと思います。Non, il n'y a pas de critique de ma part. Je pense que c'est tout à fait naturel que des jeunes soient obsédés par l'idée de la beauté, qu'ils soient admiratifs par rapport à ça. C'est presque de l'ordre de l'instinct, donc il n'y a aucune volonté de critiquer de ma part. On a l'habitude, quand on voit par exemple des films japonais classiques, je pense à Ozu par exemple, à avoir une image de la famille euh, comme vraiment un socle en fait de la société japonaise. Et dans les histoires de Junji Ito, la famille est terrifiante ou maudite. Voilà, est-ce qu'il peut nous parler de sa conception justement de la famille dans ses mangas?そうですね、家族、そうですね、家族っていうのは人が生まれて、育っていく中で、最も重要なもので、どういうふうな育ち方をするかっていうのは、その家族の環境によりますので、そうですね、ちょっと親がちょっと育て方を間違えるというか、親自身が特に依存性のある親だったりするとですね、ちょっと子供にもちょっと生育上歪みが生じてしまうのかなと思いまして、そういった歪みがやはり子供が生活していく上でですね、やはり同じような依存性がさまざまな歪みを生じさせるのかなと思います。そしてそういった歪みがいろんな社会の中でですね、いろんな事件を起こさせたりするのかなと思います。Oui, c'est vrai que la famille, c'est une structure extrêmement importante depuis donc la naissance, puis on grandit, et selon l'environnement familial dans lequel on grandit, on va devenir une personne très différente. Et donc si les parents, par exemple, on a des parents qui ont une relation de dépendance par rapport à leurs enfants, ça peut avoir de mauvaises conséquences, une espèce de déformation dans le caractère de l'enfant, et donc qui va avoir des conséquences dans l'existence même de ces enfants, qui à leur tour pourront peut-être avoir une relation comme ça de obsessionnelle vis-à-vis d'autres personnes, et cette obsession-là qu'on va ressentir peut créer des faits divers, notamment dans la société. À ma connaissance, il n'a jamais dessiné d'histoire d'horreur traditionnelle, par exemple le fantôme d'Oiwa ou des histoires de yokai ou des histoires qui se passeraient à l'ère Edo. Est-ce que ces histoires traditionnelles lui font moins peur ou est-ce qu'il a moins d'affinité avec cet univers ancien?そうですね、私は子供の頃はやっぱりテレビや映画でお岩さんの怪談とかそういったものがまだまだ主流でですね、夏休みとかによく見てたんですけども、そういうなんか幽霊話、時代劇も含めてですね、幽霊話っていうのが私の中ではもう
怪談とかホラーの中では割とメジャーなものだっていう認識がありましたので、なんかこう私もちょっとひねくれてますので、そういった主流のものを書こうということはあまり考えなかったですね。Oui, c'est vrai que dans mon enfance, que ce soit à la télévision ou au cinéma, il y avait beaucoup d'histoires d'horreur traditionnelles, donc des kaidan, qui mettaient notamment en scène le personnage d'Oiwa. C'était vraiment très à la mode. Et moi, je me souviens d'avoir regardé ça pendant les vacances d'été. Mais toutes ces histoires de fantômes liées au Jitageki, pour moi, bah, c'était vraiment ce qui était le plus courant. Enfin, c'était ce qu'on voyait le plus. Étant un enfant un petit peu tordu, moi je voulais aller vers autre chose. Je voulais pas faire comme tout le monde fait. あとは時代物っていうのはですね、やっぱり自分にとってあまりもちろん昔の話なんで、私が生きた時代ではないということで、あまりリアリティを感じられなくてですね、なんかそれよりも現代のですね、自分の見慣れた風景とか風俗、そういったものの方がやっぱり興味があってですね、どうしても現代のを舞台にすることが多かったです。あと妖怪を描かなかったっていうのはですね、日本ではですねすでに水木しげる先生というですね大家大物漫画家がいらっしゃってですね、水木しげる先生がもう妖怪漫画というジャンルをもう築き上げていらっしゃいまして、やはりそういったメジャーどころに手を出そうという気があまりなかったということですね。Et d'autre part, donc tous ces récits historiques, pour moi, comme il se passait évidemment à une époque autre que celle dans laquelle je vis, ben, ça manquait de réalisme, ça m'attirait moins et j'étais plus attirée par les coutumes contemporaines. J'étais plus attirée par les paysages dans lesquels moi-même j'évoluais et c'est ça que je préférais mettre en scène. Et ensuite, concernant les yokai, en fait, au Japon, il y a ce grand mangaka qui s'appelle Shigeru Mizuki, qui a créé vraiment ce genre qui est le manga de yokai. Et donc, comme il l'avait déjà fait, moi, j'avais pas envie forcément d'aller vers ça. Il est vrai que M. Ito, plutôt que de reprendre des histoires anciennes ou traditionnelles, préfère inventer ses propres mythes. Et il y en a un en particulier qui est devenu une figure iconique de son univers, qu'on pourrait comparer par exemple à Carrie, hein, de Stephen King et le film de Brian De Palma, c'est Tomie. Et Tomie, justement, j'aurais voulu savoir d'où lui était venue justement l'idée de cette jeune fille qui est prise dans un éternel retour. はい、これはまだ私がこれは富江を最初に書いたのはデビュー作に、が富江だったんですけど、まだ私歯科技講師をしておりましてですね、それで、読んでいた月刊ハロウィンっていう雑誌があって、それは少女向けのホラー漫画専門雑誌だったんですけど、そこに梅津和夫先生が審査委員長をされているですね、梅津賞っていう賞ができまして、でそこに応募するためにですね、歯科技講師の仕事をしながらアイデアを練ったんですけど、まず単純に一つ言っちゃえばトカゲが尻尾を切られるとまた生えてくるっていうですね、そこがまず発想の一つなんですけども、もう一つはですね、人間が死ぬということの不可思議さといいますか、身近な人が突然亡くなってしまうと、その現実を受け入れられずにですね、
なんか今にもまあ生きて目の前に現れるんじゃないかというようなそんな気がするっていう、まあ、経験がありましたんで、死んでるはずなのに現実また生きて蘇ってきたっていうそういったシチュエーションをですね、幽霊っていうことではなくて実際本人が生きて戻ってきたっていうそういったシチュエーションを書きたくて書きました。その2つが主なきっかけですね。Oui, alors Tomie, en fait, c'est l'œuvre par laquelle j'ai fait mes débuts. Parce que donc, avant, je travaillais comme prothésiste dentaire. Et il y avait donc à l'époque une revue que je connaissais qui est la revue Gekkan Halloween, une revue mensuelle destinée au shoujo. Et en fait, cette revue a créé un nouveau prix qui s'appelait le prix Umezu. Et donc dans ce prix, Monsieur Kazuo Umezu était le président du jury. Et donc, j'ai voulu participer à ce concours et donc j'ai commencé à dessiner un manga parallèlement à mon travail de prothésiste. Alors, il y a eu deux idées de départ pour la création de l'histoire de Tomie. C'est d'abord le fait que les lézards, quand on coupe leur queue, elles repoussent. Il y avait ça qui était donc une idée de départ. Et l'autre chose, c'est que il y a quelqu'un de très proche de moi qui, un jour, qui est mort en fait par accident, donc du jour au lendemain. Et donc j'ai fait cette expérience très étrange où on n'arrive pas à comprendre que tout d'un coup, quelqu'un qui était vivant jusque hier n'est plus là. Et ce refus en fait d'accepter cette réalité-là, cette expérience qu'on fait, j'ai voulu la raconter. Donc ce sentiment où je me suis demandé ce que ça ferait si quelqu'un qui est censé être mort revient parmi nous. J'ai voulu créer cette situation-là dans un manga. Donc je voulais pas que ce soit quelqu'un qui revienne sous l'aspect d'un fantôme, mais qui revienne vraiment sous le même aspect que lorsqu'il était vivant. Donc ça a été les deux points de départ de l'histoire de Tomie. Et pensait-il en faire une série dès le départ, faire un personnage récurrent?そうですね。心のどこかで続編を書くつもりで、書いてたんですけど、まあ応募しても入選するかどうか分かんないような段階で書いてましたんで、まあ自分の中ではやっぱり続きがあるようなラストにやっぱりしました。Oui, je pense que quelque part en moi, j'avais envie qu'il y ait une suite, mais à l'époque, donc comme je présentais mon travail à un concours, je ne savais même pas si je serais primée ou non. Mais effectivement, j'avais fait une fin qui laissait imaginer une suite. Donc il y avait cette envie en moi dès le début, je pense. Et quelle a été la réaction justement de ces lectrices face à une héroïne qui était aussi séduisante que diabolique?そうですね、富江っていうのはまあ美しいんですけども性格は最悪でですね、エゴの塊みたいなキャラクターなんであんまりその人気が少女たちに人気で出るとは全然思ってなかったんですけど、意外なことに富江に憧れるなんていう読者からの手紙をいただいたりとか、あとやはりコスプレを富江のコスプレを今日もいらっしゃいますけどされる方も結構いてですね、すごく意外だったんですけど結構人気がありました。出ましたね。Oui, c'est vrai que donc Tomie est un personnage, c'est une femme qui est très belle et en même temps qui a un caractère absolument horrible, avec un ego très très fort. Donc je me disais qu'elle ne serait sûrement pas aimée par les lectrices shoujo. Et puis en fait, j'ai reçu plein de lettres de lectrices qui me disaient à quel point elles admiraient le personnage de Tomie. Et puis il y avait même des lectrices qui se déguisaient, qui se faisaient des cosplays de Tomie. D'ailleurs, j'en vois une parmi les spectateurs. Et donc, ça a été très étonnant pour moi. Et effectivement, Tomie a rencontré du succès auprès des lectrices.
d'après lui, qu'est-ce qui pouvait toucher chez des lectrices, des jeunes filles japonaises, qu'est-ce qui pouvait les toucher chez ce personnage?本当に富江は自分勝手でですね、もう自分の欲望のままに生きているそういう女性なんで、そういったなんですかね、人から制約を受けない自由奔放さが一種の憧れの対象になっているのかなと思います。Tomie est un personnage très égoïste qui n'écoute que ses envies, qui ne se laisse contrôler par personne. Et je pense que c'est cette liberté-là qui a suscité l'admiration des lectrices femmes. Donc ça changeait, plutôt que d'être des victimes dans une histoire d'horreur, elles étaient cette fois l'élément terrifiant, mais aussi séduisant.そうですね、まあ被害者であり加害者でもあるという、そういうちょっとまあ複雑なキャラクターでですね、まあ自分としては今までにないキャラクターを作りたいなと思って作りましたですね。富江はエゴの塊なんで、体切り刻まれてですね、そうするとその肉片から複数の富江が誕生するわけですけども、それぞれの富江がですね、強烈なエゴでもって同じ富江でも自分じゃない富江は許さないというですね、そういったキャラクター設定というのはわりかし新しかったのかなと思います。Oui, effectivement, Tomie est un personnage qui est une victime et une coupable en même temps. C'est un personnage assez ambivalent. Moi, j'avais envie, oui, de créer un personnage qu'on n'aurait jamais encore vu jusqu'ici dans le manga d'horreur. Donc, oui, un personnage qui a un ego tellement fort que même quand on la découpe en morceaux, elle se multiplie et chacune de ces Tomie a son propre ego surdimensionné. Il y a même une relation de rivalité entre elles. Elles ne supportent pas qu'il y en ait d'autres. Et donc, dans ce sens-là, je pense que c'était quelque chose d'assez nouveau comme personnage. Oui, au départ, on pourrait la confondre, bien qu'elle ne soit pas exactement comme ça, on pourrait la confondre avec un fantôme. Et puis, peu à peu, elle devient une mutante, plutôt. Et à la fin, on peut se demander si Tomie, son but n'est pas d'envahir le monde, hein, rejoignant ainsi des figures d'apocalypse comme la spirale ou les poissons de Gyo. Ah, そうですね。わりかし私はまあ限定的というか狭い範囲で怪奇なことが起こり始めて、だんだんこうエスカレートして規模が大きくなっていくみたいなシチュエーションになってしまうことが多いですね。やっぱりそれは富江の時からそういった要素が自分の中にあったのかなと思います。Oui, c'est vrai que dans les situations que je crée dans mes œuvres, je pars souvent d'un environnement assez étroit, où donc des choses mystérieuses se passent dans un espace plutôt clos, et puis cet espace-là va prendre petit à petit de l'envergure, et je pense que oui, depuis Tomie, ces situations-là apparaissent beaucoup dans mon œuvre, et ça doit être des éléments qui me tiennent à cœur dans mon travail. Et comment justement lui vient à l'esprit une histoire d'horreur? Quel est son processus de création? Je pense à
des histoires très marquantes comme The Long Dream, Les Fruits Sanglants ou La Chuchoteuse. Comment, même si c'est une question très, très compliquée hein, pour les créateurs, comment lui vient l'idée, en fait, d'une histoire?はい、長い夢っていうのはですね、最初のアイデアを思いついたのは、まあ、中学生ぐらいだったかもしれないんですけど、私の姉がですね、なんか話してくれた話が印象的で、それはこの頭から離れなかったんですけど、それはですね、人が眠っている時にまあ、夢を見るんですけど、それはまあ、本人は夢の中で、まあ、時間の経過がこう流れてるわけですけども、それを客観的に見るとですね、その夢を見ている人の頭の中で一瞬でその夢は終わっているんだというような話を誰かから聞いてきて、私に話してくれてですね、それは夢見てる人は普通に時間があるのに客観的にはほとんど一瞬で、まあ、その時間の差みたいなものがすごく不思議に思えてですね、でまあ一瞬で割と長く感じる夢を見るということがあるとすればですね、もう永遠に終わらないぐらいの長い夢も一瞬で見ることになるのかなと、そういう想像をしましてですね、でそれをホラーにストーリーにしたという流れですね。Pour The Long Dream, en fait, l'idée de départ, c'était une histoire que m'avait racontée ma grande sœur quand j'étais au collège et qui m'avait marquée. Elle m'avait dit que quand on dort, on fait des rêves et donc dans nos rêves, ces rêves ont leur propre temporalité. Mais en fait, en réalité, objectivement, ces rêves-là, ils se passent en un instant. Donc pendant qu'on est en train de faire un long rêve, pour les autres personnes qui sont autour, en fait, il n'y a qu'un instant qui s'est écoulé. Et donc ce décalage temporel entre le rêve et la réalité, je trouvais ça très étrange. Et donc je me suis dit, si on faisait un rêve interminable, est-ce que ça aussi, en fait, il se passerait en un instant dans notre temporalité? Et donc à partir de ce questionnement-là, j'ai imaginé une histoire d'horreur. あとまあ、血玉木はですね、まあまあ、一種の吸血鬼の話なんですけども、普通はドラキュラのような吸血鬼が被害者の女性の首に噛みついて血を吸ったりするんですけど、それをまあ、狩猟型の吸血鬼だとするとですね、それに対して農耕型の吸血鬼がいたら面白いなという、そういうふうに思いましてですね、まあ何ですかね、その吸血鬼がある女性に、まあ、呪いをかけるとですね、その血液が果実となってここに生えてきて、それを収穫して吸血鬼の血を吸うと、そういう、シチュエーション面白いかなと、思って書きました。狩猟型って狩りをする。Oui, donc pour l'histoire des fruits sanglants, je suis partie donc du concept du vampire, où alors normalement, donc quand on pense au vampire, on imagine des figures comme Dracula qui va s'attaquer à des femmes en allant en suçant leur sang au niveau de leur nuque. En fait, dans la façon de se nourrir, il y a donc on peut chasser pour trouver à manger, on peut aussi faire de l'agriculture, passer par l'agriculture pour se nourrir. Et donc moi, j'ai voulu
associé donc la figure du vampire à cette façon de se nourrir à travers donc les végétaux plutôt. Et donc j'ai imaginé donc une plante, un fruit qui qui prendrait possession des personnages. Et lorsqu'il ça y est, il a son point de départ, par exemple, en effet, une façon de cultiver des fruits de sang pour se nourrir de sang. Voilà. Est-ce qu'il va d'abord commencer à écrire son scénario très précisément? Est-ce qu'il fait des esquisses, des croquis à côté? Voilà. Comment il agence, comment il fait progresser son histoire? アイデアっていうのはいろいろなタイプがありまして、それは状況とかシチュエーションだったりとかですね、一枚の絵のクライマックスの絵だったりとか、あとは漠然とした雰囲気だったりとかですね、またあるいはなんかちょっと短いキーワードだったりとか、なんか面白い話にできそうだなというようなそんな気がするんでノートに書き留めておくんですけど、それを漫画を描く際にですね、アイデアノートから自分のいいアイデアを選んでですね、それを膨らませていくんですけども、例えばキーワードですとですね、例えば夢っていうキーワードでストーリーを作るとするとですね、その夢に関連する物事をリストアップして、でそのリストアップしたものをいろいろ組み合わせたりしてですね、だんだん話を膨らませていくっていう方法をよく取ります。Alors, il n'y a pas de règles toujours identiques. J'ai différentes manières de procéder, en fait. Mais la plupart du temps, donc, dès que j'ai une idée, je la note dans un carnet. En fait, il y a différents types d'idées. Ça peut être juste une situation en particulier, ça peut être une image, une scène de climax, ça peut être une ambiance vague ou juste un mot-clé. En fait, dès qu'il y a quelque chose où je me dis « Ah, ça pourrait faire une histoire intéressante », je la note dans mon carnet et puis ensuite je vais piocher dans ces idées-là pour les développer. Alors par exemple, si je parle d'un mot-clé qui serait le rêve, dans ce cas-là, je vais d'abord lister toutes sortes d'éléments qui sont en lien avec l'idée du rêve, puis je vais les assembler pour développer mon histoire. Est-ce qu'il a déjà dessiné une histoire qui était tellement horrible, tellement intolérable, qu'il ne l'a pas montrée? Ou est-ce qu'une histoire tellement horrible qu'elle aurait été refusée ou censurée? Ah, 怖すぎたりですね、ちょっとひどすぎるっていうか残酷すぎたりしてボツになったということはなくですね、なんていうか社会通念上あまり好ましくない、ことですね。それ具体的に言うと日本では六六首っていう妖怪がいるんですけど、首が伸びてしまう人がいて、でその少女なんですけど、少女が自分が首が1メートルぐらい伸びて、でそれに気が付かずに学校に行こうとしているっていうそういう始まり方で、クラスメートが教えてあげるんです。首が長いよっつって。そうするとそれに初めて自分が首が長くなっていることに気がついてですね、うわーギャー助けてって言うんですけど、そういう漫画を描いたらですね、担当さんがちょっとこれはモンスターをですね、弱い立場の人をモンスターにするのはちょっとやめた方がいいっていう、要するにマイノリティをいじめるようなそんなような話だったんで、
それは良くないよっていうふうに教えていただいてですね、それはもうポッになりましたですね。Alors, il n'est jamais arrivé que des histoires soient donc censurées sous prétexte qu'elles fassent trop peur ou qu'elles soient trop cruelles. En revanche, c'est plus sur des aspects sociaux où il m'est arrivé qu'on me dise non, peut-être que cette thématique-là, ce n'est pas bien de l'aborder dans un manga. Par exemple, il m'est arrivé d'imaginer une histoire avec un monstre qu'on appelle Lokuro Kobi. C'est un yokai dont le cou s'allonge, s'allonge. Et donc j'avais imaginé donc une petite fille dont le cou s'allonge environ d'1 mètre. Et en fait, elle ne s'en rend pas compte et elle va à l'école. Et c'est là où ses camarades de classe lui disent que son cou s'est allongé. Et là, elle se rend compte avec horreur que son cou est très long. Et elle crie au secours. Donc c'est ça l'histoire que j'avais imaginée. Et mon tanto m'avait dit que ce n'était pas une bonne chose que de mettre une minorité, enfin une personne donc, en situation de faiblesse, d'en faire un monstre. Oui, donc qu'on ait un personnage faible qui se retrouve comme ça sous forme de victime, c'était quelque chose à éviter et donc cette proposition finalement donc n'a pas été acceptée. Est-ce qu'il est lui-même facilement impressionnable? Par exemple, s'il se retrouve dans une maison avec le plancher qui craque et une ampoule qui grille et des choses comme ça, est-ce qu'il va avoir un peu peur ou est-ce qu'au contraire, c'est pas du tout des choses qui l'inquiètent?ものすごい怖がりですね。自分ではなんか怖い物語書いてるんですけども、怖がりだからこそ書けるのかなと思いますですね。そんな誰もいない古い屋敷で急に音が鳴ったら叫ぶかもしれないですね。Oui, je suis quelqu'un de très peureux et je pense que c'est justement parce que je suis très peureux que j'arrive moi-même à dessiner des histoires qui font peur. Et d'ailleurs, si je me retrouvais dans une vieille maison silencieuse et que tout d'un coup j'entendais un cri, un bruit, je pense que je me mettrais à crier de terreur. Est-ce qu'il a été témoin, par exemple, d'un phénomène inexplicable qu'il ne peut absolument pas expliquer rationnellement? いや私はですね、正直言ってあまり信じてないんです。ホラー漫画なんであまりこういうこと言わない方がいいと思うんですけど、あまり信じてなくてですね、なんかさっきの家でなんかどこかから音がしたりするとですね、これは柱が割れる音だなとか、そのような合理的な解釈をしてですね、自分をごまかすというか、そんな感じで。Non, en fait, pour tout vous dire, moi, je n'y crois pas trop. Et d'ailleurs, en fait, en tant que mangaka d'horreur, je devrais peut-être pas trop dire ça. Mais en fait, c'est le cas. Et finalement, je pense que oui, si j'entendais un bruit dans une vieille maison, en fin de compte, j'y trouverais une explication tout à fait rationnelle, telle que oui, ça doit être la poutre ou quelque chose qui a grincé. Est-ce que, là, on a vu beaucoup de dessins de M. Ito qui défilent derrière nous, et il y a évidemment des visages, des créatures qui nous font froid dans le dos. Est-ce que lui-même, parfois, il se met à dessiner une créature, et est-ce qu'il n'est pas effrayé lui-même parce qu'il a produit? いや残念ながらですね、一度もないですね。怖くないですね。怖い方がいいんですよけど。Malheureusement, ça ne m'est pas arrivé une seule fois. Je n'ai pas peur de mes propres dessins, même si je suis censée en avoir peur.
Et alors, question très pratique, quel est son rythme de travail? Est-ce que c'est quelqu'un qui dessine le matin, plutôt l'après-midi ou plutôt la nuit, qui sait? はい、私は結婚する前はですね、だんだん時間がずれていってですね、だいたい1時間ぐらい後ろにずれていく生活してまして、あるある時は昼仕事してるんですけど、1ヶ月後ぐらいになると、完全に夜仕事してるというような、そんな生活してたんですけども、結婚して子供ができたりすると、そういう生活はもうできなくなるんで、大体9時前後に、朝の9時前後に起きてですね、仕事場に着くのが10時か10時半頃で、それから仕事を始めてですね、でお昼ご飯食べたりとかして、午後ずっと仕事をしてですね、でまた家帰って夕飯食べてお風呂入って、でまたその後仕事場に戻って、夜のだいたい2時前後まで仕事をしてますけど、そうするとすごく仕事してるように聞こえると思うんですけど、だいぶ怠けて仕事中にツイッター見たりとかしてますんで、あんまり能率は良くないんですね。Oui, donc avant mon mariage, dans mon rythme de travail, en fait, ça avait tendance à se décaler au fur et à mesure. C'est-à-dire que si j'avais pris l'habitude de travailler l'après-midi, eh bien, le mois d'après, en fait, ça s'était peu à peu décalé. Je travaillais plutôt la nuit. Mais après, une fois que je me suis mariée, que j'ai eu des enfants, là, c'était plus possible d'avoir ce rythme-là. Donc maintenant, je me réveille vers 9 h du matin, puis vers 10 h, 10 h 30, je vais à mon bureau, je commence à travailler, à dessiner mes mangas, puis je fais une pause pour le déjeuner, puis je me remets à travailler l'après-midi, ensuite je rentre à la maison pour dîner, prendre mon bain, et puis ensuite je ressors pour aller travailler à mon bureau, et je travaille environ jusqu'à 2 h du matin. Alors quand je vous dis ça, je vous donne l'impression d'être un mangaka qui travaille énormément, mais en fait, je vous avoue que j'ai tendance à un peu paresser et par exemple à aller me balader sur Twitter pendant que je travaille. Donc finalement, je ne suis pas si efficace que ça. On a remarqué, on remarque que le découpage de ces planches est très précis, très cinématographique. C'est quelqu'un qui arrive à nous faire peur. Voilà, lorsqu'on tourne la page, on ne sait pas du tout ce qui va nous faire nous bondir à la figure, quel monstre va apparaître. Justement, est-ce que le cinéma occupe une grande place dans dans sa création, si c'est quelque chose qu'il aime, et aussi oui, évidemment, quel type de film?小回りに関してはですね、私独自のものではなくて、おそらく手塚治虫先生が非常に躍動的な映画的なですね、小回りをして、例えば小さいコマが続いたと思うと大きなコマで見せたりとか、そういったメリハリというかある種のリズムを生むような小回りを手塚治虫先生が多分おそらく最初に始めたんだと思うんですけど、それには今の日本の漫画家はそれに倣ってやってるっていうのがやってると思いますですね。で映画に関しては私はホラーに限らずいろいろ見るんですけども、やっぱり一番最初の富江の時にですね、サムライミ監督のイーブルデッドっていう
日本タイトル「死霊の腹渡」っていうんですけど、一種のゾンビ映画なんですけども、その中で女性が白目になったりしてですね、襲ってくるっていうのがすごく怖くて、で止めもちょっと白目にしてみたりとかしたっていうのを覚えてますね。あとダリオ・アルジェント監督のサスペリアとか、あるいはウィリアム・フリードキンのエクソシストとかですね、フランス映画も本当に怖い映画があってですね、ジョルジュ・フランジュ監督の顔のない目っていう映画とか、あとアンリー・ジョルジュ・クルーゾーの悪魔のような女っていう、非常に怖くて面白くて、で芸術性にも富んだそういった映画があって、やっぱり影響を受けましたですね。Oui, alors concernant le découpage, ça vient pas de moi, mais je pense vraiment de Tezuka Osamu, qui a été le premier à faire un découpage très cinématographique dans ses mangas, où on passait donc d'une suite de petites cases à soudain une grande case. Enfin, il introduisait vraiment du dynamisme et du rythme dans ses planches, et je pense que tous les mangaka d'aujourd'hui ont appris de lui et s'en inspirent. Et donc moi aussi, c'est le cas. Ensuite, concernant le cinéma, alors j'apprécie beaucoup le cinéma, pas seulement les films d'horreur, mais par exemple pour Tomie, je me souviens de m'être inspirée du film Evil Dead de Sam Raimi, où donc c'est un film de zombies, et je me souviens de cette image de femmes zombies qui s'attaquaient aux hommes avec les yeux tout blancs. Et ça m'avait fait très peur, et donc j'ai eu l'idée donc de faire la même chose avec Tomie, où donc elle a plus de pupilles, elle a plus de prunelles, elle a juste des yeux blancs. Parmi d'autres films que je pourrais citer, il y a Suspiria de Dario Argento ou L'Exorciste de William Friedkin. Et il y a aussi beaucoup de films français qui m'ont fait peur jusqu'ici. Je pense notamment Aux yeux sans visage de Georges Franju, Au Diabolique de Henri-Georges Clouzot, qui sont vraiment des films qui sont passionnants, font peur en même temps et ont une touche artistique très très intéressante et qui m'ont beaucoup influencé. Oui, c'est vrai. Et je me souviens, j'avais interviewé Kiyoshi Kurosawa, qui citait également Les Diaboliques de Clouseau comme un de ses films préférés. Et je me suis demandé si c'était pas, je vais spoiler la fin, je suis désolé, enfin un moment en tout cas, lorsqu'un personnage sort d'une baignoire, avec vraiment un visage noyé et aussi des yeux blancs. Et je me suis demandé si ça rappelait pas un peu certains fantômes de noyés japonais. De noyés.ああ、そうですね。La légende ou les histoires de fantômes de noyés, tu vois. ええ。ああ、そうですね。有名なところでは四谷怪談って言いまして、さっき出たお岩さんの怪談があるんですけど、それはお岩さんっていうですね、女性がですね、旦那さんに、邪魔になったんで毒で殺されちゃうんですけど、そのお岩さんを殺す時に一緒にあんまさんマッサージする人も一緒にその旦那さん伊右衛門っていう旦那さんなんですけど、民谷伊右衛門がですね妻のお岩さんとマッサージ師をですね殺して、で溶いた木でできたドアを外してですね、その
裏と表にそのお岩さんとマッサージ師をくくりつけてですね、で沼にこう沼にこれ流しちゃうんですけど、沼に沈めちゃうんですね。でその時にですね、伊右衛門がですね、ちょっと幻覚を見るんですけど、その沈めたはずの板が、ドアがまたぐーっと浮き上がってきてですね、もう毒でこう顔が見にくくなったお岩さんがですね、恨めしやって言うんですけど、そんなイメージがですね、少しその、悪魔のようなものの旦那さんに似ている、そんなに似てないかなまあ似ているといえば似ているかもしれないです。Oui, effectivement, ça peut faire penser notamment à l'histoire d'Oiwa, de Yotsuya Kaitan. Donc, Oiwa, c'est une femme qui meurt empoisonnée par son mari, euh, qui veut donc l'éliminer. Et donc, le mari va tuer Oiwa, mais aussi son masseur. Et donc, une fois qu'il les tue, il va les attacher contre. En fait, il décroche une porte en bois et il va attacher les corps contre cette planche de bois qui était la porte et les laisser, déverser, lâcher la porte dans des marécages et donc les corps vont plonger dans les ténèbres. Et ensuite, donc le mari donc, qui a empoisonné Oiwa va avoir une hallucination où il voit les corps en fait remonter à la surface et il voit le visage complètement déformé par le poison de Oiwa qui fait très peur et Oiwa donc qui crie vengeance. Et peut-être que à ce titre-là, on peut établir un parallèle avec donc le personnage du mari, les diaboliques, qui va éliminer sa femme. Donc après, donc je suis pas sûre que est-ce que c'est ressemblant ou pas, j'ai un doute, mais oui, peut-être qu'on peut établir un parallèle entre les deux. Merci. Lorsqu'il commence à écrire à dessiner ses premiers mangas, il y a une ambiance très particulière au Japon dans les années 80 qui est liée aux légendes urbaines. En fait, il y a une sorte de mode ou de panique concernant les légendes urbaines, dont on connaît quelques exemples. Par exemple, la femme défigurée, cette femme qui attend les enfants, les petits-enfants à la sortie de l'école, et qui est très grande, avec des grands cheveux, un imperméable, et qui retire son masque de chirurgie et dit aux enfants, et découvre un sourire fendu au rasoir. Voilà. Et leur dit, est-ce que vous me trouvez belle? Voilà. Et donc, suivant la réponse que font les enfants, elle sort de grands ciseaux pour les attaquer et les défigurer. Donc, c'était des choses auxquelles les Japonais croyaient, en fait. Il y a eu une sorte de mouvement de panique, et on croyait vraiment qu'une femme pouvait apparaître et agresser les enfants. Et est-ce que ces légendes urbaines qui sont quasiment comme une imprégnation du fantastique et de la peur dans un cadre réaliste, est-ce que ces légendes urbaines ont pu influencer son travail?そうですね。特に口裂け女っていうのは私が高校生の時にですね、学校に行く途中で友達が話してくれてですね、口裂け女が電柱の陰に立ってて、でどうも実は学生を襲うらしいみたいな、その話が妙にリアリティがあってですね、本当にもしかしたら本当にいるかもっていうふうに思っちゃったんですけど、そういう鮮烈な記憶がありますんで、実際私の漫画の中にもそのエピソードとしてですね書いたこともありますし、同時に怖いとどういうふうの
思ったのと同時にですね、なんか妙にワクワクしたことも覚えてまして、怖いんだけどなんか楽しいみたいな感じでですね、そういったなんか一種のワクワク感が口裂け女の騒ぎの時に感じまして、そういった不可思議なものに対する興味とかワクワク感がですね、作品を、書くにあたってですね、モチベーションになっているっていうのはありますですね。で口裂け女の口裂け女の噂が生まれた場所がですね、岐阜県らしいんですよ。で岐阜県というと私のふるさとでして、で私はその後ホラー漫画家になったんで、なんかその噂を最初に話した人が当然いるわけで、それが私であるっていう噂が立たないかなと思いました全然そういう噂が立たなくて残念なんですけど。Oui, effectivement, bah, l'exemple de la femme défigurée, c'est vrai que c'était une histoire dont on parlait beaucoup. Je me souviens quand j'étais au lycée, je me souviens notamment d'un ami qui m'en parlait quand on allait, alors que j'allais à l'école, qui me dit oui, il paraît qu'il y a cette femme défigurée qui se cache derrière les lampadaires et puis qui s'attaque aux élèves. Et donc cette histoire me semblait très réaliste. Je me disais que oui, cette femme défigurée, elle pourrait tout à fait exister. Donc j'en ai des souvenirs assez vifs. Et d'ailleurs, j'ai traité donc de ce personnage dans mes mangas. Et je me souviens que cette peur que créait en moi le personnage de la femme défigurée s'accompagnait aussi d'un sentiment un peu d'excitation, d'enthousiasme aussi. Et donc oui, on s'amusait un peu à se faire peur dans ce contexte de panique par rapport à ces légendes urbaine, et je pense que cet intérêt pour les choses étranges a pu me motiver ensuite à créer mes œuvres de manga. Et en fait, l'origine de cette rumeur au sujet de la femme défigurée, il paraît que donc, cette rumeur, elle est née dans le département de Gifu, département dont moi-même je suis originaire. Et donc, je suis devenue un auteur de manga d'horreur, et je me dis que cette rumeur, il y a bien une personne qui a dû être le point de départ. Et j'aurais beaucoup aimé qu'il y ait des rumeurs qui racontent que en fait, ce serait Junji Ito dans le département de Gifu qui est à l'origine de la rumeur de la femme défigurée. Malheureusement, personne n'a encore colporté cette rumeur. Il y avait aussi un autre phénomène qui était les photos spirites, les photos de fantômes. Alors bon, pour vous décrire un peu, ce sont des photos amateurs. Alors par exemple, des amoureux qui se prennent en photo. Hein, mais on parle plutôt d'argentique hein, à ce moment-là, vu qu'on est dans les années 80. Ou alors une salle de classe, une école hein, qui se prend en photo. Et alors le grand classique, c'est par exemple qu'il y a une main qui est posée sur l'épaule d'un des enfants, et cette main, il n'y a pas de corps derrière. Ou alors on voit un visage dans la brume, dans l'ombre, et on croit discerner quelque chose. Et donc ça, c'était très très à la mode. Et il y avait même des magazines de photos spirites, de photos de fantômes qui paraissaient. Bon, évidemment, il n'y avait que des trucages, et des trucages très enfantins, mais ça avait quand même beaucoup de succès. Et c'était aussi une façon, je pense, de mélanger le surnaturel et le quotidien, le réel. Hein. Est-ce que ça l'intéressait aussi ce...はい、私が子供の頃にですね、中岡俊也先生という作家の方がですね、恐怖の心霊写真集という本を出版されてですね、それが大ヒットして、で私も偶然そういう本買っててですね、夢中になって読んで、それがもう本当に怖くてですね、なんか、白黒写真が多かったんですけど、そうですね、その最初に出た本はほぼ全部白黒写真だったんですけど、それがまた白黒っていうのがまた怖くてですね、で
やっぱり一番怖かったのはなんか変なこうおばさんみたいな幽霊がですねこうぼわーっと写ってるっていう写真が本当に怖くて、でこれは余計な話になるんですけども、その本がすごく怖くて面白いので姉がですね貸してくれって学校に持ってって友達に見せるから貸してくれって言うんで貸したらですね学校で奪い合いになってですね、もう男子生徒がなんかやんちゃなんでこう引っ張ったりなんだかしているうちにバラバラになっちゃって本がそういう悲しい思い出もありますけどもですね、私が何が怖いかっていうと心霊写真が一番怖いですね。心霊写真を見るとですね夜トイレ行けなくなりますね。決して信じてるわけではないんですけど、それなのに怖いという不思議なそういったなんかパワーが心霊写真にはあります。Oui, je me souviens quand j'étais enfant, il y avait un certain Toshiya Nakaoka qui avait sorti un recueil de photos de ce genre, donc un recueil de photos terrifiantes qui avait eu beaucoup de succès. Et moi-même, j'avais acheté ce recueil et je me souviens, c'était des photos en noir et blanc qui me terrifiaient. Et puis le fait que justement ce soit en noir et blanc, ça faisait encore plus peur. Et je me souviens notamment d'une photo d'une femme d'âge mûr dont on voit un peu la silhouette qui apparaît vaguement. C'était vraiment un recueil qui me faisait peur. Et pour l'anecdote, en fait, une de mes grandes sœurs a voulu m'emprunter ce recueil parce qu'elle voulait le montrer à ses copines de classe. Et donc, elle a emmené mon recueil à l'école. Et en fait, tout le monde a commencé à se disputer le recueil. Tout le monde voulait le voir. Et puis, il y a des garçons un petit peu... un peu violents qui du coup ont tiré sur le recueil et finalement il s'est déchiré. Et donc c'est un peu un triste souvenir pour moi. Mais tout ça pour vous dire que oui, les photos de fantômes, ce genre de photos, je pense que c'est ce qui me fait le plus peur en fait. D'ailleurs, après avoir vu ce type de photos, la nuit, je n'ose plus aller aux toilettes. Alors ça ne veut pas dire pour autant que j'y crois, non, je n'y crois pas du tout. Et en même temps, ça me fait peur et je trouve ça que oui, ces photos, elles ont un pouvoir vraiment étrange qui fait que même si on n'y croit pas, on ne peut pas s'empêcher d'en avoir peur. C'est un peu la réaction qu'on a en lisant ces mangas. Même si on n'y croit pas, on en a peur en fait. Et comment a-t-il vécu l'arrivée le boom de la J-horror au cinéma? Alors je pense à Ring et Sadako bien sûr, mais peut-être un peu plus particulièrement à la série des Ju-on de Takashi Shimizu, puisqu'il y a des personnages qui pourraient presque sortir de ces mangas. Alors je pense à Toshio, le petit garçon un peu bleu, la voilà, qui se gratte les genoux. Ou à Madame Saeki qui descend l'escalier ensanglantée comme une araignée, qui pourrait presque venir des mangas de Monsieur Ito.そうですね。私にとって、J ホラーは、一般的にはリングという映画がこう火をつけたというのはそうなんですけど、それよりも前にテレビでですね本当にあった怖い話っていう、なんていう番組がありまして、そこで、実話としてですね再現ドラマをだいたい3本ぐらい1時間で放送するっていう番組がありまして、それが本当に怖くてですね、それがおそらく多分 J ホラーの最初だったんじゃないかなと思いますね。で呪音ですけど本当に、リンクも怖かったんですけど呪音もまた怖くてですね
映画になる前のビデオ版の呪音っていうのがありまして、でそれがもう怖くて、なんていうんですかね、もうかや子っていう幽霊が階段から降りてくるんですけど、もう幽霊をこう正面切って、なんですかね、幽霊 J ホラーっていうのは割との幽霊をこう真正面から登場させるっていうことはあまりしないんですけども、呪音ではもう血まみれのかや子が降りてくるんですけど、それは確かに呪音っていうのは私の漫画に近いものがあるなと思いましたね。で清水崇監督という方が呪音を作ったんですけど、幸運なことにですね、富江の映画をやはり清水監督が一本作ってくださいまして、やっぱり何か共通するものがあったのかなと思います。Oui, alors c'est vrai que c'est vraiment le film Ring qui a lancé donc c'est cette grande vogue de la J-horror. Mais avant ça, en fait, il y avait à la télévision une émission qui s'appelait Histoires terrifiantes qui ont vraiment eu lieu. Et en fait, c'était des reconstitutions. Ça se passait souvent dans des écoles, tout ça, d'histoires. D'histoires qui font peur. Il y avait environ 3 petites histoires par émission et je me souviens qu'elles faisaient vraiment peur et je pense que c'est là qu'on trouve les origines donc, des films de la J-horror. Ensuite, oui, le film Ring, évidemment, m'a fait très peur et Ju-on encore plus. Je pense notamment en fait, il y a une version vidéo de Ju-on avant la version film. Et donc, je me souviens de cette image terrifiante du personnage de Kayako, de cette femme qui descend l'escalier. Et pourtant, dans la J-horror, souvent, on ne représente pas souvent les fantômes de face, ils apparaissent de manière plus discrète. Mais par contre, dans Ju-on, on avait vraiment cette Kayako qui a le visage ensanglanté, qui descend les escaliers et qui me terrifiait. Et effectivement, oui, je pense qu'il y a des choses proches avec mes mangas dans le cinéma de Ju-on. D'ailleurs, le réalisateur qui s'appelle Takashi Shimizu, à ma grande joie, il a réalisé donc une adaptation cinématographique de Tomie. Donc je pense qu'il y avait effectivement des points communs entre nous. Ces histoires prennent plutôt pour cadre des microcosmes urbains, comme des quartiers résidentiels, ou alors des villages à la campagne, mais très rarement le Japon ultramoderne. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une histoire qui va se passer à Shibuya, au milieu des enseignes lumineuses. Pourquoi est-ce qu'il fait ce choix d'être plutôt, de s'éloigner vraiment de l'image qu'on peut avoir du Japon ultramoderne?はい、そうですね、私は、定規を使って直線を描くのがあまり得意ではなくてですね、都会を舞台にすると直線的な建物、ビルディングがいっぱいあって、それを描かなきゃならないのが非常に大変で苦手なんで、なるべくもうちょっとそんな直線的でない建物が多い田舎を描くことが多いですね。建物だけじゃなくて木とか草花もあるんで定規をあまり使わなくて済むという、そういうことも理由の一つとしてありますですね。で狭い田舎を舞台にするっていうのはやっぱりなんていうか一種の小宇宙という小宇宙ですか、ここに書いてあるんですけどちょっとなんていうの、例えばちょっと分かりにくい例えかもしれないですけど、絵を描いてですね、それを額縁に四角い中に収めるとそれによって作品が引き立ってですね、でよりテーマ性とか
美しさをが明確になるようなそんな効果があると思うんですけど、狭い範囲でストーリーを作ることによってなんかそういったものがホラーとしてのテーマ性がより明確になるということもあるのかなと思います。En fait, il se trouve que j'ai beaucoup de mal à. Enfin, je n'aime pas du tout tracer des lignes droites à la règle quand je dessine. Et du coup, comme les grandes villes sont pleines de gratte-ciel, eh ben, il faut que je trace plein de lignes droites pour les réaliser. Et en fait, ça représente un travail énorme que je n'ai pas envie de faire. Et donc, moi, je préfère les bâtiments où il n'y a pas besoin de tracer des lignes droites, comme des maisons qu'on trouve à la campagne. Alors, et puis, ça touche pas seulement les bâtiments, mais aussi la végétation, donc les arbres, l'herbe, tout ça. Enfin, c'est voilà, le fait que je n'aime pas utiliser la règle pour tracer mes lignes est une des raisons pour lesquelles mes histoires se passent souvent à la campagne. Et puis à côté de ça, il y a aussi le fait que donc ce cadre étroit qui est la campagne, ce microcosme, permet en fait, de la même manière que quand on a un dessin, on le met dans un cadre, le fait qu'il soit dans un cadre, ça permet de vraiment mettre en valeur sa beauté et de clarifier les thèmes qui sont abordés dans ce dessin, dans cette peinture. Et donc, je pense que de la même manière, le fait qu'une histoire se développe dans un cadre limité, dans un microcosme, ça permet de rendre mieux compte de l'horreur qui se déploie dans le récit. Est-ce que Lumiam vit plutôt en ville ou à la campagne? 今は、東京ではなくてその隣の千葉県というところに住んでいてですね、まあ都会といえば都会ですけど、まあ田舎といえば田舎というかですね、ビルに囲まれたとこには住んでいないですね。生まれ育ったのは本当に山の中の田舎でした。Alors maintenant, j'habite à Chiba, donc ça se trouve à côté de Tokyo. Donc c'est une ville, c'est pas là où j'habite, voilà, c'est pas la campagne non plus, c'est pas une grande ville non plus, mais je suis pas entourée de gratte-ciel, par exemple. Et dans mon enfance, j'ai vraiment grandi dans les montagnes. Et est-ce que lorsque, par exemple, il va dessiner une histoire qui est franchement presque ce qu'on appelle de la folk horror, en fait, hein, donc une histoire d'horreur plutôt paysanne, campagnarde, est-ce qu'il va se rendre parfois sur place pour faire des croquis?もう生まれ育ったのが山の中、山に囲まれた町でですね、でまあ大人になっても結構住んでましたんで、まああまり取材に行かなくても脳裏に頭に入っていくかなっていう感じで、田舎に関してはまあインターネットで検索して参考にすることはありますけど、田舎へ行って取材の写真を撮ったりとかそういうことはあまりやらない。En fait, comme j'ai vraiment grandi donc, dans une ville entourée de montagnes et qu'une fois adulte aussi, je vivais dans ce type de cadre, en fait, ces paysages de campagne sont vraiment gravés dans mon esprit. Alors, il m'arrive de faire des recherches sur Internet, par exemple, mais je ne vais jamais sur place pour faire des repérages ou prendre des photos. Et concernant les animaux aussi, qui sont dessinés avec une grande précision, donc là, je suppose qu'il dessine après document, mais est-ce qu'il y a des animaux réels aussi qui m'inspirent beaucoup? ですね、私動物があんまり得意じゃなくて、あまり登場させないんですけど、必要な時はそうインターネットで写真を参考にしたりとか、まあもちろん丸写しはしないんですけど、
そのポーズとかそういうのは参考にして、描くことがありますね。あと猫に関してはですね、実際家で飼ってるので、日頃から若干観察をはしますけど、それでもやっぱりそう飼ってる猫を写真に撮ってそれを見ながら描くっていうことがやっぱり多いです。En fait, j'avoue, je ne suis pas très douée pour dessiner les animaux et du coup, j'évite d'en faire trop apparaître dans mes mangas. Mais donc, quand j'ai besoin quand même de faire apparaître des animaux, je vais aller chercher sur Internet des images. Alors, je ne vais pas complètement les copier, mais je vais m'inspirer donc de leur position, par exemple. En revanche, en ce qui concerne les chats, comme j'ai des chats moi-même à la maison, c'est vrai que j'ai tendance à les observer au quotidien. Il m'arrive aussi de les prendre en photo et les prendre pour modèle pour mes dessins. J'étais très marqué par un dessin d'un chat qui mord le bras ou la main, peut-être même de Monsieur Ito, dans le journal des chats, peut-être. Et le visage du chat avec ses yeux exorbités et son espèce de sourire content de mordre son maître était absolument parfait. ああいう表情するんですね。なんかそれまで愛らしい顔してるのが急に狩り獲物を見るような目になるんですね。Oui, et ils font vraiment cette tête et ils sont tout mignons et puis tout d'un coup ils se transforment en chasseurs face à leur proie, une transformation impressionnante. Surtout lorsque la proie c'est nous, en fait. Surtout lorsque la proie c'est nous, c'est ça, oui. そうですね。Pour Spiral nous met en tant que lecteur dans une forme d'obsession, c'est-à-dire qu'on devient obsédé vraiment par les spirales. Et est-ce que lui-même, en dessinant cette série qui est donc assez longue, hein, parce qu'il y avait, je me souviens, elle était sortie en 3 volumes, est-ce que lui-même, est-ce qu'il avait développé une obsession de la spirale? Est-ce qu'il se mettait à voir plus de spirales dans le monde, dans les décors qu'avant?そうですね。渦巻きを描くにあたってですね、いろんな世の中に存在する渦巻きをリストアップしなきゃと思っていろいろ資料を集めて、カタツムリの図鑑買ったりとか、あとは渦巻きに関するなんていうの、渦巻きに関する学術的、学問的な本とかを集めて読んだりとかしまして、確かにその当時は渦巻きに取りつかれてたかもしれないですね。特に私が描いた渦巻きは非常に細かい渦巻きで、それを見てるとなんか目がクラクラしたことは覚えてますね。Oui, c'est vrai, je me souviens quand j'ai commencé à dessiner Spirale, j'avais listé, en fait, la liste de toutes sortes de spirales qui existent donc autour de nous. Par exemple, j'avais acheté une encyclopédie sur les escargots. J'avais aussi acheté des ouvrages d'études sur la signification des spirales. Donc je pense que j'avais été vraiment obsédée, possédée par ce motif moi-même. Et en plus, c'est vrai que les spirales que je dessine, elles sont très très minutieuses. Et je me souviens parfois d'avoir eu des vertiges en dessinant mes propres spirales.